Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dessous des classes. Vous pouvez dès à présent écrire le titre, chapitre 3, du prince de la Renaissance au roi absolu, François Ier, Henri IV, Louis XIV, ainsi que la problématique du nouveau chapitre, comment les rois de France renforcent-ils leur pouvoir au XVIe et XVIIe siècle. Plongeons-nous tout d'abord dans le règne de ce roi de la Renaissance déjà précédemment étudié, François Ier. François Ier est sacré roi de France en 1515. Il est alors âgé de 20 ans. Son mariage avec Claude de France, héritière du duché de Bretagne, lui permet d'agrandir le royaume de France dès le début de son règne. Nous avons déjà étudié la politique guerrière de François Ier et sa tentative de dominer l'Italie, sa victoire en 1515 à Marignan, mais aussi sa défaite en 1525 à Pavie face à Charles Quint. Mais la postérité a surtout conservé l'image d'un roi protecteur des arts et des lettres, d'un prince de la Renaissance. Et quoi de mieux que le château de Chambord pour illustrer cette image? Auréolé de sa victoire à Marignan, François Ier décide la construction d'un palais à sa gloire, à l'orée d'une forêt, non loin de Blois où séjourne régulièrement le roi. La construction du château débute en 1519, s'inspirant de la Renaissance italienne. L'influence de Léonard de Vinci, invité à la cour de France à partir de 1516 comme premier peintre, architecte et ingénieur du roi, a très certainement été grande dans le projet de construction du château, en particulier concernant l'escalier à double révolution. François Ier, protecteur des arts, des lettres, mais aussi des humanistes. On retrouve en effet à la cour du roi Guillaume Budet, humaniste qui milite pour la création d'un collège où seraient enseignées les langues de l'Antiquité, le latin, le grec. En 1522, il reçoit également du roi François Ier la charge de la bibliothèque royale de Fontainebleau, où sont entreposées toutes les copies et réécritures de manuscrits anciens possédés par la France. Mais le roi ne fait pas que protéger les arts et les lettres, il est lui-même un artiste. Écoutons une archive de l'émission 2000 ans d'histoire, diffusant l'un de ses poèmes mis en musique. Quand je cognais en ma pensée que n'avait nul bien à te voir, trop je pensais être offensé, ne craignant à l'amour prévoir, alors tu me fais à savoir, la flamme en toi y a commencé, dont notre amour par seul devoir a été récompensé. Vous savez de qui c'est ce texte, oui, Gonzague Saint-Brice? Du roi en personne. François Ier. Il n'était pas seulement un protecteur des arts, des lettres, il était lui-même poète. Il était un véritable artiste, il a écrit énormément de poèmes. Cette cour, composée de nobles et de religieux qui entourent le roi de France, se déplace avec lui en permanence. C'est en effet une monarchie itinérante. François Ier fait ainsi construire ou aménager de nombreux châteaux. Pensons à Blois, Fontainebleau et bien sûr Chambord. Mais si François Ier est incontestablement un prince de la Renaissance, c'est aussi un monarque qui a su renforcer le pouvoir du roi. Vous avez sous les yeux la première page de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Entre le 10 et le 15 août 1539, le roi François Ier signe une ordonnance, c'est-à-dire une loi royale applicable à tout le royaume, de 192 articles dans son château de Villers-Cotterêts. Cette ordonnance exige des curés des paroisses qu'ils procèdent à l'enregistrement par écrit des baptêmes, autrement dit des naissances. Le roi peut ainsi mieux connaître la population de son royaume.
L'ordonnance établit par ailleurs que tous les actes administratifs seront désormais rédigés en français. Jusque-là, ils l'étaient en latin, la langue de toutes les personnes instruites de l'époque. Cette loi renforce ainsi l'unité du royaume. Vous trouverez dans la description de cette vidéo des définitions à recopier sur votre cahier, ainsi que des questions auxquelles vous devez répondre pour la prochaine séance.